25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. Artemis 2 a décollé dans la nuit du 1er au 2 avril dernier pour rejoindre l'orbite terrestre avec un équipage de 4 personnes en direction de la Lune. C'est la première fois qu'on y retourne depuis 1972. Après la première mission Artemis en 2022, qui n'avait pas d'équipage, c'est enfin le tour d'une mission habitée. Et les missions suivantes devraient avoir lieu les années suivantes. Mais comment la NASA a-t-elle résolu les problèmes liés aux radiations et à la ceinture de Van Allen pour protéger les équipements et les astronautes des fortes doses de radiation? Et comment a-t-elle truqué les vidéos et les photos de l'espace? Oui, on va aussi en parler, parce que beaucoup pensent que tout cela n'est qu'un spectacle monté de toutes pièces pour le monde entier, une énorme mascarade, et ça tombe pile le 1er avril. J'ai examiné en détail toutes les affirmations les plus importantes, les données potentiellement falsifiées, et j'ai fait des découvertes très intéressantes. Suite à ces constatations, toutes les déclarations d'Elon Musk concernant Mars s'effondrent, car avec ce type de technologie, les humains n'iront pas sur Mars. C'est certain. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Compte tenu des guerres et de tout le chaos sur Terre, j'avoue que j'ai été surpris de voir autant d'attention portée à la dernière mission Artemis de la NASA, qui vise à emmener des astronautes pour la première fois depuis 1972 faire un voyage autour de la Lune. Cet équipage ne s'est pas posé sur la Lune, mais en a seulement fait le tour avant de revenir sur Terre. Le voyage a duré une dizaine de jours. L'objectif de ce voyage était de tester tous les systèmes du vaisseau spatial Orion. Il s'agit d'une sorte de répétition générale pour la mission Artemis 3. L'année prochaine, ils devaient atterrir avec des astronautes sur la Lune, mais ils ont changé leur plan. Pour Artemis 3, ils vont plutôt tester les systèmes et les modules d'atterrissage en orbite basse autour de la Terre. Et Artemis 4, prévu pour 2028, devrait enfin amener des astronautes à poser le pied sur la Lune. La mission Artemis 5 devrait aussi atterrir sur la Lune, mais avec en ligne de mire le début de la construction d'une base lunaire. Ce sont les plans généraux prévus de la NASA, qui seront certainement sujets à changement, car je doute sincèrement que des astronautes atterrissent sur la Lune dans seulement 2 ans. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous avons également reçu des photos et des vidéos de l'espace, et tout ce que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui provient de la dernière mission Artemis 2. Pourquoi cette mission a-t-elle suscité autant de polémiques dans certains milieux, et pourquoi autant de personnes pensent qu'il s'agit d'une fausse mission? Certains vont même jusqu'à dire que la fusée n'aurait jamais décollé, que tout n'était que des images de synthèse. Régulièrement, je vois des vidéos sur les réseaux sociaux où certaines personnes trouvent toutes sortes d'artefacts et des anomalies qui, selon eux, prouvent que la NASA ne se contente pas de nous mentir, mais qu'elle a carrément falsifié la mission. Aujourd'hui, vous verrez une vidéo typique d'une personne qui explique des anomalies pendant un peu plus d'1 minute. Et c'est un exemple classique que j'adore personnellement. Un sujet super complexe, résumé en 1 minute 30. Difficile de faire mieux. J'ai donc été surpris de tout ce qu'une personne peut dire en aussi peu de temps. Nous analyserons donc sa vidéo. Alors, le lancement d'Artemis 2 est-il une mise en scène? Vous n'allez pas le croire, mais il y a des gens qui pensent que oui. Ce qui est évidemment absurde et impossible. Le lancement était ouvert au public. Vous auriez donc pu venir en personne, sans avoir à regarder une vidéo sur Internet. Vous pouviez vous rendre en Floride, au Kennedy Space Center, et assister au lancement pour de vrai. Si vous ne croyez pas les caméras de télévision, voici les images et les témoignages des personnes à bord d'un avion, je veux bien dire les personnes qui étaient dans l'avion et qui ont réussi à filmer la scène. C'était vraiment un moment incroyable, celui où la fusée s'est propulsée dans les airs. Donc j'ai vraiment du mal à croire que quelqu'un en avril 2026, au XXIe siècle, puisse encore dire que le lancement n'a jamais eu lieu. Vous n'allez pas le croire, mais des gens comme ça existent. Mais passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus complexe. Même si la fusée a vraiment décollé, il n'y a aucun doute à ce sujet, au bout d'un moment, les caméras ne pouvaient plus la suivre et on l'a perdue de vue. On ne peut donc pas être sûr à 100% que la capsule Orion a vraiment été envoyée en orbite. Et beaucoup pensent qu'ils ne sont même pas allés dans l'espace.
Certains affirment que ce que vous avez vu n'est qu'un show, un spectacle destiné au public avec des images de synthèse générées par ordinateur. Ils auraient juste fait un petit tour en haute altitude et ils seraient ensuite retombés sur Terre. Et cette capsule a peut-être atterri quelque part ailleurs. Et là, Hollywood et les studios arrivent, ils nous balancent toutes ces images magnifiques et colorées, faites en CGI, avec de l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo d'un Français sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune idée de qui il s'agit, je ne le connais pas, mais j'ai trouvé sa vidéo très intéressante. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, car sa vidéo a fait je crois plus de 200 000 likes et a généré des millions de vues. Il analyse une vidéo qui parle de la mission Artemis 2. Je vais donc vous montrer cette vidéo qui dure 1 minute 30. Écoutez. The crew of the Artemis II has captured some incredible views of Earth. Ils ont utilisé les mêmes nuages sur les deux images. C'est censé être l'Afrique, de jour et de nuit, avec exactement le même angle. Donc environ 12 heures plus tard. Et les nuages n'ont pas bougé. Parce que ce sont pas des photos, ce sont des images de synthèse, comme toutes les images du globe. Alors soit la NBC s'est trompée dans la sélection du graphiste, soit c'est intentionnel pour nous tester, comme c'est marqué sur ce reel de la NASA. Et pourquoi on nous montre la Terre au compte-gouttes? Pourquoi ne pas tout filmer? Pensez-y 2 secondes. Un parachutiste revient avec des centaines de photos. GoPro accroché au casque. Caméra 360 à la main. Vidéo 8K. 120 images par seconde. Mais quand il s'agit d'Artemis, on retourne dans les années 70. Avec des images floues, saccadées. 4 images par seconde. Comme si la NASA n'avait pas le budget pour un GoPro à $400. Ils ont perdu la technologie et l'ont jamais retrouvée. Et quand ils font un live, c'est prise fixe, sans hublot. Dès qu'ils pensent que ça ne tourne plus, on les voit attendre les instructions d'une personne en coulisses. Et oui, n'oubliez pas qu'ils sont en studio. Pour éviter de vous montrer la vue, ils vont détourner votre attention en vous parlant de problèmes de toilette. Ou alors jouer avec leur mascotte, qu'ils appellent ZGI, peut-être un indice pour CGI. Donc à ce point-là, si vous croyez encore à ce spectacle, il est grand temps de faire un travail de déprogrammation. Cet influenceur, peu importe qui il est, je ne le connais pas, et il semble qu'il a l'habitude de faire des vidéos comme ça, a réussi à dire toutes ces choses en seulement 1 minute 30. Sans que je vous donne plus d'explications, que pensez-vous de sa vidéo? Parce que franchement, il est très convaincant. Il a l'air vraiment sûr de lui. La NASA c'est du bluff, ils ont été démasqués en train de nous mentir. Un flagrant délit de mensonge. C'est la preuve indiscutable de pourquoi on en est là aujourd'hui. Et si ce gars peut influencer des millions de personnes, alors imaginez ce que la NASA peut faire, ou n'importe quelle autre organisation qui cache sûrement d'autres vérités cachées, peu importe lesquelles. Ce gars est la preuve qu'on peut dire tout, et n'importe quoi, sur les réseaux sociaux. Si vous vous fiez à n'importe qui sur les réseaux sociaux, évidemment. En effet, en 1 minute 30, il a réussi à ne dire que des bêtises, genre tout est faux dans sa vidéo. On dit souvent qu'une poule aveugle peut trouver un grain de temps en temps, question de probabilité. Mais ce gars, je l'appelle comme ça, parce qu'il semble faire souvent ce genre de vidéos, a réussi à tout raconter de travers. Absolument tout. Pas juste une erreur, ou deux, mais vraiment tout. Je me souviens avoir regardé cette vidéo, incrédule, en me disant « Attends, il est sérieux là? Il croit vraiment ce qu'il dit? Ou alors il fait exprès de dire des bêtises ?» Peut-être un peu les deux, vu qu'il s'agit probablement de faire un maximum de vues pour gagner de l'argent. Mais bon, on va y aller dans l'ordre. Première affirmation. La NASA, vu que ces photos sont bidons, aurait utilisé les mêmes nuages sur ces 2 clichés, pris à seulement 12 heures d'intervalle. Donc la Terre de jour et la Terre de nuit depuis l'espace, et ça, ce sont des images prises par des astronautes de la mission Artemis. Je ne sais pas quelle photo il a utilisée, peut-être qu'il a été induit en erreur par des photos d'origine douteuse, mais moi j'ai pris ces 2 photos originales, sur le site officiel de la NASA en qualité maximale. Et franchement, dites-moi honnêtement, quelle est la probabilité que la NASA balance 5 photos, dont ces 2-là, avec les mêmes nuages? Donc nous avons seulement 5 photos que la NASA a diffusées aux médias et ils auraient réussi l'exploit de se trahir sur 2 d'entre elles. Et personne ne l'avait remarqué. Le problème, c'est que même si c'est un montage, ils ne se sont pas plantés. En effet, les nuages ne sont pas les mêmes. J'ai délibérément gardé ce point de vue, car c'est comme ça que les photos ont été prises, vu que dans l'espace, il n'y a évidemment ni haut ni bas. On est habitué à ce genre de perspective, mais là, c'est à l'envers. Parce que d'un côté vous avez l'Afrique, et de l'autre, l'Amérique du Sud, mais à l'envers. Le pôle Sud est en fait ici, en haut. Je vais vous montrer ces 2 photos prises avec 12 heures d'intervalle, et vous pourrez observer leur évolution. Donc de jour et de nuit.
Regardez bien. On voit déjà clairement que ces énormes masses d'air et de nuages près de l'Antarctique, qui font plusieurs milliers de kilomètres, sont en mouvement. On voit nettement qu'elles ont bougé et qu'elles ne sont plus identiques. Elles sont gigantesques. Ces énormes masses d'air n'ont pas vraiment perdu leur forme principale en seulement 12 heures, mais vous pouvez déjà constater qu'elles ne sont plus au même endroit. Et même ces nuages ont changé en si peu de temps. Prenez n'importe quel groupe de nuages, 2 nouvelles photos, choisissez ce que vous voulez et suivez leur évolution. Partout sur la planète, il est évident que ces nuages sont en train de changer. Leur disposition et leur forme évoluent, c'est indéniable. Pour ces énormes masses nuageuses, il y a moins de changements en 12 heures, mais les masses plus petites, elles, évoluent nettement. C'était même visible dans sa vidéo, ce qui signifie que soit ce type a besoin de mettre des lunettes, soit il est manifestement de mauvaise foi et fait exprès de dire des bêtises. Normalement, quand je vois des vidéos comme ça, je ne vais pas plus loin, j'arrête d'écouter parce que je sais que c'est du n'importe quoi et que je perds mon temps. Mais bon, on continue parce que c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Dès cette première affirmation, je vous ai prouvé que ce type n'y connaît rien. Et je ne vous ai même pas dit que ces images correspondent parfaitement aux masses d'air et aux formes de nuages observées sur les images météorologiques satellitaires de nombreux autres pays. Passons maintenant à la suite et surtout aux affirmations les plus stupides. Je vais vous montrer à quel genre de personne vous avez affaire. Il a pris cette photo et a demandé à ChatGPT si c'était une fausse image, si elle avait été générée par une intelligence artificielle, car c'est son critère pour distinguer le vrai du faux. Et bien sûr, ChatGPT explique que la photo a été générée par une intelligence artificielle ou que c'est du CGI, une image hautement retouchée, c'est-à-dire de l'infographie. Donc pour lui, l'affaire est réglée. Si c'est ChatGPT qui l'affirme, alors c'est forcément vrai. Moi aussi, j'ai posé la même question à ChatGPT, qui m'a confirmé que ce sont des photos truquées. Vous pouvez lire ici le détail de sa réponse exacte, suivie d'une proposition très aimable. Il m'a demandé s'il voulait qu'il trouve l'original sur Internet. J'ai répondu « Super. Ce sera facile de retrouver la photo originale qui circule actuellement dans tous les médias du monde. » Et là, ChatGPT m'a dit, et je cite mot pour mot, « J'ai réussi à trouver une image pratiquement identique, voire la même, sur Internet, avec la marque évidente qu'elle avait été générée par intelligence artificielle. » Je me suis dit, nickel, je vais voir ce qu'ils ont bidouillé. Je clique et je tombe sur cette photo. Comme vous pouvez le constater, c'est une copie conforme, exactement la même photo qu'ici. Et si vous voyez une différence, c'est que vous êtes aveugle. En gros, ChatGPT ne sait jamais distinguer le vrai du faux. Voilà une preuve flagrante qu'il ne faut absolument pas faire confiance à l'intelligence artificielle. Personnellement, je l'utilise que pour trier des informations, notamment celles que je connais déjà parfaitement. Si vous saviez combien de fois elle m'a donné des réponses fausses, alors qu'en même temps, j'ai posé la même question à Gemini de Google, qui lui, répond autrement et confirme que c'est bien une photo authentique. Alors, à qui faire confiance? Je viens de prouver à quel point on ne peut pas se fier complètement à ChatGPT, pourtant ce français l'utilise comme preuve. Cet homme est complètement perdu. Mais passons à la suite, car il a dit beaucoup de bêtises en seulement 1 minute 30. Pourquoi on nous montre la Terre au compte-gouttes? Pourquoi ne pas tout filmer? Et pourquoi on n'a pas directement des vidéos en 4K de la mission Artemis, mais des trucs comme ça à la place, des images saccadées? C'est en fait une très bonne question. Pour obtenir une diffusion en direct en résolution 4K et une couverture spatiale, Orion devrait disposer d'une antenne énorme, ce qui est bien sûr impossible. Les données 4K arrivent, sont traitées, et c'est seulement après qu'on publie ce genre de vidéos. Et si vous cherchez un mystère, vous allez en trouver un, parce que toutes les images en haute définition qui nous parviennent sont éditées et retouchées. Des lanceurs d'alerte nous en parlent depuis des années. Tout le contenu de qualité passe par des traitements supplémentaires et parfois des suppressions d'anomalies venant de l'espace, mais aussi de la Lune, avant même que de telles photos d'observation ne nous parviennent. Je parle de mystérieuses structures lunaires ou d'ovnis. Tout cela est connu depuis des années. Si vous voulez bien croire certaines personnes qui ont travaillé à la NASA et qui ont révélé ces choses. Et donc pour la diffusion en direct, il est techniquement impossible d'obtenir immédiatement une résolution en 4K, c'est-à-dire en temps réel. On a pu avoir accès à la diffusion en direct de la mission, mais en basse résolution et avec des coupures. Donc forcément, comme on pouvait s'y attendre, l'image est de qualité déplorable. Et je le répète, si vous cherchez du mystère, vous allez en trouver ici. Car lorsque des anomalies apparaissent sur la diffusion en direct, elles se produisent toujours exclusivement en basse résolution. Pourquoi? Parce que la diffusion en direct a des limitations techniques, et de ce fait, il est plus facile de masquer certains éléments lors du traitement de l'image en 4K.
Il est donc techniquement impossible d'obtenir un flux vidéo en direct en haute définition, à de telles distances sans un énorme émetteur, qu'il est évidemment impossible d'installer sur un tel aéronef. En fait, il y a bien des données 4K qui arrivent, mais pas en flux continu, c'est pourquoi vous obtenez des vidéos comme celle-ci. Mais je le répète, ces images subissent un traitement, et arrivent bien plus tard. Et franchement, ces histoires de GoPro, c'est juste ridicule. Un GoPro à 400 $ ne fonctionnerait pas dans l'espace si on l'installait sur une fusée, car il risquerait de geler sans un boîtier de protection. Deuxièmement, le capteur serait rapidement endommagé par les radiations, et bien sûr, il n'est pas protégé. Les astronautes disposent d'un équipement d'enregistrement avec des capteurs blindés contre les radiations cosmiques, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plus. Là, on ne comprend pas de quelles instructions ils parlent, car ils pensent manifestement que les astronautes sont dans un studio. En fait, ils observent des panneaux de contrôle, des écrans où ils reçoivent des données, des informations et des images provenant de la Terre. Mais en théorie, je pense que ça pourrait vraiment être truqué en studio. On a même des exemples où on ne verrait aucune différence et où il n'y a pas d'astronaute dans le vaisseau spatial. Mais c'est la seule chose techniquement faisable s'ils voulaient vraiment tromper le public, car le fait est que la mission Artemis 2 a bien été en route vers la Lune. Ce qui signifie qu'un vaisseau spatial physique s'est réellement dirigé vers la Lune. Même des amateurs avec des télescopes l'ont observé depuis la Terre sur cette trajectoire bien connue parce que ce n'est pas un secret. Donc pour cette affirmation, je lui laisse le bénéfice du doute, c'est-à-dire un petit pourcentage de possibilités, mais dans la déclaration suivante, il s'est complètement enfoncé. Les astronautes jouent avec une mascotte, qu'ils appellent ZGI. Un terme qui a les mêmes deux lettres que CGI, donc forcément, il fait allusion au fait que cette photo est truquée. Bon, j'essaie vraiment d'être impartial, sans insulter personne. Mais là, ça met vraiment ma patience à rude épreuve, quand je constate autant de mauvaise foi. En effet, même dans sa vidéo, c'est écrit clairement. On a l'explication de cet acronyme. ZGI, ça veut dire Zero Gravity Indicator, ou en français, indicateur de l'état d'apesanteur. Cette peluche a remporté un concours auquel participaient plus de 2000 enfants qui ont fabriqué des peluches pour cette mission. Et croyez-le ou non, ce n'est pas un jouet. Il s'agit littéralement de l'outil le plus fiable et le plus simple qui ait été utilisé historiquement par presque toutes les agences spatiales, sous différentes formes. En 1961, Youri Gagarin, dans Vostok 1, officiellement le premier homme dans l'espace, avait avec lui une petite poupée. Et il a ainsi inauguré une tradition qui perdure encore aujourd'hui, notamment au sein du programme spatial russe. Par exemple, on a Snoopy pour la mission Apollo 10 et la première mission Artemis. Snoopy a une longue histoire avec la NASA. Lors de la première mission Artemis, en 2022, le Snoopy en peluche sur le modèle spatial servait d'indicateur. Et la peluche de SpaceX, c'était en 2019 lors du premier vol test de leur engin, et Elon Musk avait envoyé une petite planète Terre en peluche, surnommée Earthy. Et nous avons aussi un bébé Yoda en 2020. Les astronautes de la mission Crew One ont emporté ce personnage populaire de la série Star Wars, The Mandalorian. Tout cela peut sembler absurde, mais il s'agit en réalité de l'outil le plus efficace et le moins coûteux, qui sert d'indicateur pour l'équipage. Ces petites poupées sont généralement attachées à une ficelle pour éviter qu'elles ne flottent partout, et servent surtout à indiquer que l'équipage est entré en apesanteur, ou qu'il passe dans un autre champ gravitationnel, généralement lors du retour sur Terre. Pourquoi ? Comme elles sont attachées au décollage et à l'atterrissage, et ne ressentent pas l'apesanteur, elles perçoivent la poussée au décollage comme une force plus importante, et au moment de l'atterrissage, elles ressentent le ralentissement et la résistance. Ces petites poupées, utilisées par toutes les agences spatiales dans le monde, sont le moyen le plus simple de savoir si vous êtes entré en état d'apesanteur. Ou bien, lorsqu'ils passent dans un champ gravitationnel différent, ils peuvent immédiatement voir les peluches bouger devant eux. Et les peluches sont un indicateur bien plus fiable que n'importe quel instrument et sont encore utilisées aujourd'hui. Ce sont des peluches qui sont idéales, précisément parce qu'elles sont douces et qu'elles ne risquent donc pas de se cogner et de se casser. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ZGI, ça n'a absolument rien à voir avec CGI. Mais bon, il y a deux lettres pareilles. Donc pour lui, c'est la même chose. C'est dingue. Quand je pense à tous les commentaires du genre « Bravo mec, t'as déchiré », ce sont évidemment des gens influençables qui n'ont absolument rien vérifié de ce qu'ils disaient. Mais c'est souvent comme ça sur les réseaux sociaux. Je m'excuse d'avance auprès de certains d'entre vous, sensibles à ce genre de propos, mais je vais devoir employer un langage un peu plus cru. De tous les côtés, on vous baise. Que ce soit les politiciens locaux, nationaux, et même les médias. Ils vous baisent avec tout et n'importe quoi, tous les jours. Des guerres aux crises économiques, les impôts, les taxes, des taxes sur les taxes, le prix du carburant qui n'arrête pas d'augmenter, et j'en passe. Et puis le gars normal, il va sur internet parce qu'il ne croit plus personne, il en a marre des médias mainstream.
Alors il cherche une source d'infos alternative à laquelle il veut croire, parce qu'il se rend compte que tout le monde lui ment. Et puis il tombe sur des types comme ça, qui ont l'air très convaincants, et finalement, eux aussi ils vous baisent. Bon, tout ça pour vous dire de toujours rester prudent, de toujours essayer de vérifier ce qu'on vous dit, de ne pas croire n'importe qui, car on ne sait jamais qui pourrait nous piéger en douce. Je sais, ça paraît évident, mais combien de personnes le font vraiment? Moi, je regarde des choses sur Internet tous les jours, mais j'essaie de ne pas perdre mon temps avec ce genre de contenu. Je m'intéresse plutôt à d'autres choses plus sérieuses, comme par exemple comment la NASA a réussi à résoudre le problème des radiations dans les ceintures de Van Allen. Et si vous avez envie de rire, c'est le moment idéal, car je n'arrive pas à croire comment ils imaginent pouvoir protéger l'équipage des surprises que représentent les éruptions solaires et les possibles éjections de matière qui pourraient survenir à tout moment. Le plus gros problème pour les êtres humains, et en particulier pour la technologie, c'est-à-dire l'électronique, ce sont les radiations qui entourent la Terre et s'étendent bien au-delà de la ceinture de Van Allen, ainsi que les autres rayonnements provenant du Soleil et de l'espace. Les ceintures de Van Allen sont deux énormes zones en forme de tore, comme des donuts, qui entourent la Terre et sont remplies de particules hautement énergétiques, chargées principalement de protons et d'électrons. La Terre se comporte comme un énorme aimant, ce magnétisme crée un champ invisible autour de la planète, appelé la magnétosphère. Quand le vent solaire arrive sur la Terre, c'est-à-dire un flux de particules chargées, le champ magnétique terrestre les emprisonne et les force à tourner en spirale autour de la planète, formant ainsi ces ceintures de radiation. Il existe deux couches principales. La ceinture interne, qui s'étend d'environ 1000 à 6000 km au-dessus de la Terre et contient des protons très dangereux de haute énergie. C'est la partie la plus difficile à traverser sans une bonne protection. Ensuite, il y a la ceinture externe, qui s'étend sur environ 13 000 à 60 000 km et qui contient surtout des électrons. Cette ceinture est beaucoup plus grande, mais son intensité varie constamment en fonction de l'activité solaire. Les ceintures de Van Allen prouvent clairement que le champ magnétique terrestre nous protège, car elles capturent les radiations qui, autrement, atteindraient l'atmosphère et la surface de la Terre. Sans cette protection, la vie sur Terre serait impossible. Traverser ces ceintures est donc très dangereux, car les radiations ionisantes peuvent endommager l'ADN humain et peuvent également endommager et détruire les composants électroniques sensibles des engins spatiaux. Il y a des zones plus ou moins dangereuses dans cette ceinture extérieure, et l'objectif principal est de calculer précisément la trajectoire de ces missions pour passer dans une zone où les radiations sont les plus faibles et en traversant cette zone en quelques heures, à grande vitesse. Les astronautes sont toujours exposés aux radiations, mais ce risque est acceptable, et selon les recherches officielles, on nous dit que l'intensité de l'irradiation serait comparable à celle d'une radiographie. Par contre, si on s'attardait trop longtemps dans cette zone, ça poserait un gros problème, parce que passer dans les parties les plus dangereuses, c'est risquer une dose élevée de radiation. On ne mourrait probablement pas sur le coup, mais cela provoquerait sûrement des dommages corporels importants, pouvant entraîner un cancer plus tard. En fait, c'est ce qui m'a le plus intéressé, mais on va bientôt aborder le point le plus absurde, qui est vraiment embarrassant pour nous. Ça peut paraître fou, mais les capsules des missions Apollo étaient plus sûres pour les ceintures de Van Allen, car elles possédaient une électronique et des ordinateurs très rudimentaires qui étaient beaucoup moins sensibles aux radiations. Mais la capsule Orion, de la mission Artemis 2, est quant à elle, équipée d'une électronique de pointe, notamment des microprocesseurs qui réagissent très mal à ces conditions extrêmes. Apparemment, ils auraient réglé ce problème de la manière suivante. Toute l'électronique serait protégée. Au lieu d'utiliser des puces commerciales ordinaires, on emploie des puces spéciales résistantes aux radiations, c'est-à-dire des circuits intégrés. Ces derniers sont physiquement protégés par des isolants comme le saphir ou le silicium, et on nous dit que ces isolants seraient conçus pour ne pas se bloquer sous l'impact de ces particules chargées. Le système central d'Orion utilise un système avec 3 processeurs identiques, qui effectuent simultanément la même tâche. Alors voilà, si un processeur donne un mauvais résultat, à cause de ce genre de rayonnement, les 2 autres processeurs le corrigent, et le système continue de fonctionner sans erreur. Il possède même une cage de Faraday, ce qui signifie que les composants électroniques critiques sont blindés et logés dans un boîtier en aluminium qui bloque les interférences électromagnétiques et une partie de ce rayonnement ionisant. Leurs systèmes sont aussi programmés pour reconnaître les anomalies, donc si une erreur de mémoire se produit, le logiciel détecte et corrige automatiquement les informations erronées. Tous ces systèmes ont justement été testés et sont conçus pour fonctionner dans cette ceinture de radiation de Van Allen pendant la période de passage. Mais la question, c'est de savoir comment cette électronique réagirait en cas d'une explosion soudaine de radiation solaire et si elle survivrait à un tel incident. Là, c'est la loterie. Mais maintenant, vous allez entendre la partie la plus absurde, celle que je n'ai littéralement pas pu croire. Je faisais des recherches sur la façon dont ils prévoyaient de protéger l'équipage dans ce cas extrême, avec ce genre d'éruption solaire soudaine.
Donc, le seul moyen pour que l'équipage soit 100% en sécurité, ce serait de construire la cabine de l'équipage, dans une pièce avec des murs épais en plomb. Il n'y a pas de meilleure solution. Mais évidemment, une telle installation serait beaucoup trop lourde et impossible à lancer en orbite. Et la seule façon de construire un vaisseau spatial de ce type, avec ses composants en plomb, est de l'assembler en orbite, pièce par pièce. Et la NASA est bien loin d'avoir ce genre de technologie. Le vaisseau Orion ne dispose d'aucune protection complexe pour l'équipage dans ce genre de situation extrême. Mais savez-vous ce qu'ils ont prévu pour ce genre d'urgence? Écoutez ça, c'est dingue. Un abri fabriqué avec des sacs de cargaison. La capsule Orion n'a pas de mur blindé spécial parce que ça aurait été trop lourd. Du coup, en cas de tempête solaire, les astronautes sont entraînés à réorganiser les sacs remplis de matériel, de nourriture et d'eau contre les parois de la cabine, du côté d'où viendrait la radiation solaire. Et on nous dit que l'eau et le plastique seraient d'excellents absorbants de radiation et que ces sacs transformés en un bouclier improvisé seraient donc très efficaces. En lisant cette explication professionnelle de la NASA, on pourrait croire qu'ils ont des boucliers comme dans Star Trek, mais non, pas du tout. C'est juste des sacs ordinaires. Franchement, je pense qu'ils doivent vraiment prier pour que ce genre de choses n'arrive jamais. Parce que tester un tel dispositif sur un équipage vivant, c'est-à-dire juste des sacs, pour les protéger des éruptions solaires, franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment complètement absurde. C'est vrai que l'eau atténue un peu certaines radiations, mais elle est surtout efficace contre les neutrons, et dans une moindre mesure, contre les rayonnements gamma, grâce à sa densité et à la présence d'hydrogène, mais elle est loin de constituer une protection universelle, contre toutes les radiations dans l'espace. Donc apparemment, la NASA n'a rien trouvé de mieux. Incroyable. C'est exactement comme pour Tchernobyl. On leur avait dit que leur équipement les protégerait, alors que la plupart sont tous morts. Bien sûr, il ne s'agit pas du même type de rayonnement, mais imaginez une éruption solaire dans l'espace, sans la protection magnétique de la planète, avec juste un bricolage de sacs contre la paroi, en guise de bouclier pour absorber ces radiations. Et vous croyez vraiment que les astronautes seraient protégés? Si vous voulez rire de ce foutage de gueule de la NASA, eh bien c'est le moment. Car c'est leur protection pour le 21e siècle. Apparemment, ils n'ont toujours rien trouvé depuis les missions Apollo, il y a plus de 50 ans, pour protéger les astronautes des radiations. C'est dingue. Mais savez-vous ce que tout cela m'a démontré? Quand on parle d'un possible voyage sur Mars, de cette grande ambition d'Elon Musk, on n'est clairement pas du tout prêt avec ce niveau de technologie. Peu importe ce qu'on nous raconte. 10 jours pour aller sur la Lune et revenir, en priant pour ne pas avoir à empiler des sacs sur la paroi de la capsule, et à compter sur la chance, ou alors 6 à 9 mois, pendant le voyage pour aller sur Mars, avec les mêmes risques, voire pire, avec des radiations à la surface de Mars. Malheureusement, la plupart des passionnés de voyages spatiaux ne pourront pas vivre tout cela avant longtemps, car cet engin ne volera pas vers Mars. Du moins, pas sans un immense vaisseau spatial, doté de salles spéciales équipées d'isolants ultra efficaces à 100% pour les alertes radiation. Mais ils n'ont rien de tout cela. Sans parler des urgences médicales, pour des cas inexpliqués dans l'espace. Vous vous souvenez de cet astronaute à bord de l'ISS, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, quand tout l'équipage a dû être évacué en urgence sur Terre. Cet astronaute a raconté ce qui lui était arrivé. L'homme a soudainement perdu la parole, alors qu'il se préparait à une sortie extravéhiculaire. Il ne pouvait plus parler, il avait perdu ses cordes vocales, et personne ne sait pourquoi, car il était en pleine forme, et n'avait pas eu d'AVC, ni de crise cardiaque. Il ne présentait aucun problème neurologique. Mais il a soudainement perdu la parole pour une raison inconnue. Et ils n'ont toujours pas découvert ce qui lui était arrivé exactement. L'espace recèle tant de mystères, et nous ignorons ce qui nous attend là-haut pour des périodes plus longues, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas bon. Je pense que pendant longtemps, notre plus grand exploit avec ce type de technologie se limitera aux voyages vers la Lune, qui sont déjà très compliqués, alors aller encore plus loin, vers Mars, c'est une autre histoire. Je ne vois donc pas d'avenir plus prometteur dans ce domaine, et c'est bien dommage. Mais je pense que c'est volontaire, il s'agit en réalité d'une distraction pour le public, parce que nous savons très bien ce qu'ils cachent dans leurs programmes secrets. Pas la NASA, mais les autres agences. Et pour finir, il y a eu une déclaration récente de Ross Coulthart, qui a parlé avec un ancien haut responsable de la NASA, dont il n'a pas révélé le nom. Cet ancien responsable a eu un briefing secret avec David Grush, qui lui a révélé en détail, lors d'une réunion à huis clos, tout ce qui existe sur la rétro-ingénierie et les technologies secrètes des ovnis. Et ce gars de la NASA a été complètement choqué. Il a dit à Ross Coulthart que si tout cela était vrai, alors les 50 à 60 dernières années de sa carrière ont été un énorme mensonge. Malheureusement, beaucoup de gens travaillent dans le cadre de programmes classiques, comme la mission Artemis, sans même le savoir.
Ils ignorent totalement que d'autres personnes, dans des programmes secrets, voyagent aussi dans l'espace, mais beaucoup plus loin, et accomplissent des choses bien plus extraordinaires que tout ce qu'ils pourraient imaginer. Et si vous cherchez des mystères, cherchez-les dans des choses comme celle-ci, et non dans des vidéos comme celle-là. C'est ça mon principal message pour la vidéo d'aujourd'hui. Et pour conclure, je vais vous dire ceci. Nous vivons dans un monde complètement fou, où les événements à venir deviennent de plus en plus étranges et bizarres. Les théories du complot deviennent de plus en plus crédibles chaque jour. Mais parmi toutes ces théories du complot, qu'elles soient vraies ou non, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas encore été vérifiée, et elle ne le sera peut-être jamais, car on ne veut pas que vous sachiez la vérité. En attendant, vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.